Déjà, je tiens à remercier l'ensemble des dirigeants du G20 et tous les leaders et responsables des grandes institutions internationales qui ont montré une certaine promptitude à apporter leur soutien et à marquer leur solidarité pour l'Afrique. Donc ça, c'est ce que je retiens. Ce que nous disons, c'est que dans ce contexte où il y a cet esprit de solidarité et cette volonté d'aider l'Afrique qui se manifeste, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à d'autres solutions que les solutions traditionnelles? Il y a peut-être quelques pays qui ont des cas particuliers qui méritent de considérer avec attention l'intérêt du moratoire ou pas. Mais de façon générale pour l'Afrique, ce que nous notons, c'est qu'un moratoire de quelques mois ne fait que repousser les difficultés à l'année prochaine. Par ailleurs, le fait d'accorder un moratoire au budget semble accorder une respiration, mais en réalité, ça ne donne pas les moyens d'affronter les dépenses nouvelles du Covid-19. Ça ne donne pas les moyens de continuer à apporter du soutien aux populations vulnérables qui souffrent des restrictions de mobilité, qui souffrent des doubles chocs sur la demande et sur l'offre. D'après vous, c'est une solution à court terme, à très court terme. Mais en fait, pour nous, c'est que ça n'aurait pas dû être la première solution. Peut-être que quelques pays qui ont des conditions particulières, des situations particulières, peuvent l'envisager. Comme certains pays restructurent leurs dettes, vont directement en bilatéral parler avec leurs prêteurs pour restructurer. Mais en termes de demande pour répondre à une volonté de solidarité mondiale, nous pensons qu'il faut faire des choses qui ne nous empêchent pas de pouvoir demain continuer le chemin de la croissance. Vous savez, dans la plupart de nos pays, la capacité de mobilisation de ressources internes est faible. Le secteur privé est faible. Ce qui fait que la nécessité pour nos gouvernements d'investir pour impulser la croissance, pour répondre aux besoins de nos populations vulnérables, cette nécessité elle est forte. Mais ces investissements à faire par les États ne peuvent se faire que l'accès au financement. Donc toute solution qui rendrait difficile ou coûteux l'accès au financement futur handicaperait notre capacité à renouer avec le chemin de la croissance. Alors justement, c'est effectivement un point que vous avez évoqué il y a quelques minutes. Vous pensez que ce moratoire ou même une annulation éventuelle, ça pourrait ensuite, par la suite, poser des problèmes vis-à-vis de l'accès aux emprunts avec des mauvaises notes des agences de notation. C'est ça? Voilà. Et de façon concrète, je peux vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est que nous avons eu l'initiative PPTE début des années 2000. Alors, pays pauvres très endettés. Ouais. Qui a conduit à l'effacement de dettes pour plusieurs pays, y compris le Bénin. Je peux vous assurer que parmi les 3 pays les plus importants qui nous apportaient de l'aide en bilatéral, il y en a 2 qu'on n'a plus vus depuis. Ces 2 viennent uniquement en dons parce que quelque part, intrinsèquement, ils se disent si j'ai 1000 € à donner à ce pays, je préfère le lui donner et oublier plutôt que de lui prêter 100. Parce qu'il y a toujours ce risque-là qui fait que l'Afrique renvoie toujours l'image du quémandeur, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Or, nous avons beaucoup de potentialités. Il suffit de s'assurer que la manière dont nous finançons nos investissements, la manière dont nous exécutons ces investissements, elle est transparente, elle est cohérente et on peut rembourser la dette. Et donc, ce que nous disons, c'est que ne pas respecter nos engagements, demander l'indulgence pour ne pas respecter nos engagements, quel que soit le motif de ça, le surcoût est plus important. Quelle est la solution du coup que vous suggérez? Nous disons qu'il faut saisir l'opportunité que les grands pays manifestent une générosité, une solidarité et une volonté d'accompagner l'Afrique pour avoir des solutions innovantes. Nous en avons proposé quelques-unes. La première, c'est les DTS. Et je suis heureux parce que les droits de tirage spéciaux. Les droits de tirage spéciaux, voilà. Monsieur Dominique Strauss-Kahn en a parlé dans une interview la semaine passée et qui dit que c'est un instrument qui a été utilisé en 2008 où on a pu mobiliser très rapidement beaucoup de moyens qui ont permis au pays de répondre à la crise, mais surtout de relancer la capacité de produire des richesses et de faire face aux engagements. Nous pensons que des solutions sont possibles et nous voulons ouvrir le débat et sortir des sentiers battus, chercher d'autres solutions originales pour permettre à l'Afrique de respecter ses engagements. Vous parlez de ressources concessionnelles, à la fois des institutions et des banques de développement. Qu'est-ce que vous attendez? Bien sûr, vous savez, face à la pression sociale, l'Afrique a une population très jeune. Les gouvernants sont obligés de faire les investissements dans l'éducation, dans le numérique, dans la santé, dans les infrastructures de transport. Depuis quelques années, nous notons la rareté des financements concessionnels. Donc, c'est ceux que nous obtenons généralement auprès des partenaires tels que la Banque mondiale. Mais face à cette rareté et la pression de la jeunesse africaine, les gouvernements se sont tournés vers les marchés, que ce soit les créanciers d'aide commerciale
ou les marchés d'emprunts obligataires, qui sont des financements beaucoup plus chers sur des durées beaucoup plus courtes. Vous imaginez qu'en Afrique aujourd'hui, nous finançons des investissements lourds dans le secteur énergétique avec des financements à 10 ans pour des investissements qui sont rentables sur 30 ans. Donc il y a des investissements aujourd'hui que seuls des financements du type concessionnel peuvent faire. Mais face à la rareté de ces financements et face à la pression de la population, il faut réagir. Mais nous retournons vers des sources de financement dont les caractéristiques sont totalement décorrélées avec la nature des investissements. Vous savez, demain, si vous faites un investissement de 100 qui est remboursable en 30 ans et que la dette est sur 30 ans, vous allez rembourser normalement. Mais le même investissement de 100, si on vous demande de le rembourser en 5 ans, alors que le retour sur investissement, la production de richesse est sur 30 ans, vous voyez, vous allez faire défaut. En 5 ans, il n'est pas possible de le remplacer. Et c'est ça le principal problème au sud de l'Afrique. Pour évoquer maintenant la situation dans votre pays, le Bénin, quelle est la situation financière? De combien avez-vous besoin pour affronter la crise sanitaire? Et puis, en 2 mots aussi, nous dire quelle est la situation sanitaire au Bénin. Vous savez, au niveau du Bénin, nous avons choisi de travailler avec minutie. Nous avons lancé en fait des consultations de l'ensemble des couches de la population. Vous savez que nos économies en Afrique sont fortement informelles. Donc, il est difficile de plaquer un modèle où on dit l'impact, c'est 2 points de PIB et on prend les grands secteurs connus, le tourisme, les transports, l'agro, et puis on applique des ratios. Nous avons décidé depuis plusieurs semaines de faire des consultations, identifier, recenser, chiffrer les impacts secteur par secteur pour s'assurer que les réponses que nous proposons sont adaptées. Que ces réponses-là, double objectif, penser les plaies des populations, mais surtout donner les occasions pour un rebond économique. Nous voulons ressortir de cette situation avec encore plus de croissance que nous n'avions avant la crise. Un dernier mot donc sur aujourd'hui la situation sanitaire au Bénin. Je dirais qu'elle est assez maîtrisée. Elle est assez maîtrisée. Vous savez, seul est prophète qui peut dire ce qui va se passer demain. Nous avons pris les mesures pour que d'ici le 11 mai, les cours reprennent et que la vie commence à retourner à la normale avec des mesures barrières, avec des consignes strictes. Et donc, nous avons pris les mesures dans ce sens. Et bon, nous surveillons ça plusieurs fois par jour. Le chef de l'État est à la manœuvre. Il fait 2 réunions par jour au moins avec les ministres concernés. Merci beaucoup, M. Ouadagui, pour vos réponses. Merci de m'avoir invité.